Oui, je repense toujours à cette phrase de Roland Barthes. Le système s'emploie à confisquer toute jouissance pour en faire des plus-values. Alors, la confiscation de toute jouissance pour en faire des plus-values, cette phrase de Roland Barthes, elle date de 60, les années 67, 66, dans ces eaux-là, je ne me rappelle plus exactement. C'est dans son discours inaugural pour sa réception au Collège de France. Alors, cette petite phrase qui mettait le doigt sur un problème, euh, c'est la mèche arrive à un espèce d'énorme morceau de dynamite qui est une sorte de bombe nucléaire parce que la confiscation de toute jouissance, elle a pris des proportions qui sont absolument incroyables pour les personnes comme moi qui ont connu les années 70, c'est-à-dire l'époque où Roland Barthes a écrit cette phrase. Euh, on en tombe sur le cul, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut plus bouger le petit doigt sans que ça coûte de l'argent. Euh, donc, dans le domaine de la peinture, ben, la jouissance pour le peintre, c'est quoi? C'est de peindre, c'est d'être, de pouvoir avoir cette liberté de tous les matins reconvoquer ce chaos originel, d'où tout vient et où tout s'achève, hein, c'est-à-dire on part d'une feuille blanche, d'une toile blanche, et puis on ne sait pas ce qui va advenir dessus. C'est vraiment extrêmement excitant, et ça peut animer toute une vie, et c'est une grande jouissance qui dure toute la carrière du peintre. Alors évidemment, ça, le système s'emploie à nous la confisquer pour en faire des plus-values. Et ben, on va commencer par nous dire que ça serait peut-être bien qu'on fasse un peu tout le temps la même chose, parce que ça serait plus commercialement plus cohérent. Alors bon, sans aller jusqu'à ce que font les uns, des lignes droites, les autres, des cacahuètes au mètre carré, et ainsi de suite. On est toujours dans une sorte d'injonction au logo. Il faut que ce qu'on fait soit identifiable immédiatement. Et bah c'est un problème ça, parce que quand on a pris l'habitude de la liberté, et ben on peut plus s'en passer. Le matin, quand je commence un tableau, si je peux pas avoir toute liberté de faire n'importe quoi, je suis pas bien. Parce que j'ai goûté à la liberté absolue, et ça, après, voilà, c'est une drogue, hein. Alors, le système s'emploie à confisquer toute jouissance. La première chose qu'on essaie de nous confisquer à nous les artistes, c'est cette liberté fondamentale qui est au cœur de la pratique de l'artiste, dans le sens de la modernité. Bon, on ne peut pas parler de l'artiste à toutes les époques, non, de tous les temps. Mais disons que dans le champ qui est le nôtre, dans la perspective qui est la nôtre, celle de la modernité, le chaos dont on a besoin, défini par Deleuze, c'est cette liberté qui fait que je vais peindre, mais je ne sais pas ce que je vais peindre. Je ne sais pas si ça sera gai, si ça sera triste, si ça sera coloré, si ça sera gris, si ça sera un paysage, si ça sera abstrait, si ça sera un nu, j'en sais rien. Voilà. Et la liberté, elle doit rester absolument complète. Alors, si on ne retirait que cette liberté-là, avec des contraintes, moi si on me donne comme contrainte, tu ne peindras que des rectangles horizontaux, ça sera que en noir et blanc, ou tu auras droit à deux couleurs, on va s'en débrouiller. Et à l'intérieur de ces contraintes, on trouvera encore le moyen de reconvoquer le chaos autrement. Toute l'histoire montre que les artistes, dans toutes les contraintes possibles et imaginables, ils arrivent à recréer un champ de liberté. Euh, voilà. Mais le problème, c'est que là, on assiste à une sorte. C'est exactement comme avec le gouvernement Macron, là. Ça tombe de partout. Euh, donc aujourd'hui sur Internet, moi j'ai vendu sur Internet et j'ai pu travailler pendant des années grâce à ça. Mais aujourd'hui, pour avoir des visiteurs, maintenant, il faut payer. Parce que les grands acteurs, les grands lobbies, on les a vus faire, on avait prévenu, on le savait, c'était absolument prévisible.
Ils ont récupéré les logiciels, ils ont récupéré les tuyaux, ils ont récupéré les infrastructures, ils ont tout récupéré. Et maintenant qu'ils possèdent euh, le réseau Internet dans toutes ses dimensions, eh ben, ils vendent. Ils vendent quoi? Ils vendent l'audience. Donc aujourd'hui, sur Facebook, voilà, si je veux avoir des personnes qui viennent voir mon travail, il faut que je paye. Alors, ça pose un problème parce que on se retrouve dans la même situation que les agriculteurs. Avant même d'avoir fait pousser 3 poireaux, il faut payer les multinationales pour avoir les semences, pour avoir ci, pour avoir ça. Bah, il y a un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Alors, il y a aussi un moment donné où trop c'est trop. Donc, moi je dis que maintenant j'en ai plus que marre. Je vais pas m'amuser à payer des 500 et 1000 euros de publicité sur Facebook pour que des gens viennent cliquer je like sur mes peintures. Il y en a marre. Alors, il va falloir qu'on trouve d'autres moyens de travailler. Je comprends que face à la popularité et à la vulgarisation d'Internet, on doit changer un petit peu de façon de travailler. Quand j'ai commencé à vendre sur Internet en 99, on était, je sais pas, il y avait peut-être Martinari et moi, on était peut-être deux en France à vendre sur Internet, j'exagère, mais peut-être pas loin. Donc on n'avait vraiment aucune difficulté à se montrer, et d'autant plus que les couches socio-professionnelles qui se sont emparés, équipés avec Internet, c'était nos clients, c'est-à-dire des notaires, des avocats, des chefs d'entreprise, des médecins, des chirurgiens, etc., etc. Notre clientèle habituelle, elle a été la première à s'équiper d'Internet, et nous aussi. Et donc on s'est rencontrés, et c'est ce qui nous a mis en présence les uns des autres, et qui fait que ben, moi j'ai pu travailler pendant 10 ans. Mais là aujourd'hui, avec la vulgarisation dans le bon sens du terme, mais avec aussi ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a une masse incroyable de production en tout genre, de peinture, de tout ce qu'on peut imaginer. C'est effarant, effarant. Alors il y a du bon là-dedans parce que je suis quand même épaté. On trouve sur Facebook des artistes, peintres qui font des trucs vraiment de super qualité, des très belles choses. Et je me fais de nouveaux amis peintres grâce à Internet. Mais en même temps, on est aussi confronté à cette espèce de phénomène incroyable qui est que aujourd'hui, la communication n'a pas besoin de contenu. Donc j'ai acheté un crayon hier, j'ai commencé à faire un dessin, aujourd'hui je vais faire un didacticiel sur dessiner au crayon. Euh, je trouve des trucs comme ça, mais c'est bidonnant parce que moi je suis là après 40 ans de carrière, avec un doctorat, un CAPES en art plastique, ayant publié déjà plusieurs bouquins sur la peinture, la technique de la peinture et tout, ayant fait une maîtrise sur la technologie de la peinture, étant un expert là-dessus, je me dis ah est-ce que vraiment je pourrais pas imaginer de faire un livre qui s'appellerait La vérité en peinture ou je ne sais quel truc, qui rassemble un peu tout ce que j'ai pu apprendre en 40 ans sur la pratique de la peinture. Et je suis là, je dis, oh, est-ce que vraiment ça va intéresser les gens? Est-ce que ça a un intérêt, tout ça? Puis je regarde sur Internet, il y a un mec il a acheté un crayon hier, il fait un didacticiel sur le crayon, le dessin et tout, c'est stupéfiant, quoi. Et bon, alors, voilà, c'est-à-dire qu'il y a la démocratisation amène aussi une vulgarisation, mais une vulgarisation dans le sens de vulgus, dans le sens ordinaire, dans le sens que détestait Delacroix, hein, c'est-à-dire la réalité ordinaire de la vie, c'était ce qui l'épouvantait le plus. Pour Delacroix, l'art avait pour fonction d'élever l'âme de l'être humain au-dessus des contingences réelles et matérielles. Euh, alors comment on peut continuer à travailler sur Internet en tant qu'artiste? euh, Là maintenant, il faut avoir, je veux dire, avant même de donner un coup de pinceau, il va falloir investir dans du matériel, dans de la communication, dans du marketing, mais c'est la page Facebook de e-marketing, mais c'est une usine à gaz.
Donc non seulement c'est énormément de temps de travail, mais en plus c'est beaucoup d'argent. Et je trouve que ça devient totalement ridicule. Euh, D'où cette idée qui me traverse le ciboulot, le cyberboulot, de proposer, parce que ce qui est intéressant quand même, c'est le lien qu'on crée. Donc, Internet permet de créer du lien. Je crée du lien avec mon ami Daniel Medman qui est à New York, que j'ai jamais vu en vrai. On s'est acheté mutuellement des dessins, des peintures, des livres. On discute, on communique, il a écrit un article sur moi. Je veux dire, c'est vraiment du lien social et l'artiste, il vit à travers ça. Et il survit aussi à travers ça. Et c'est tout l'intérêt, c'est tout ce qui structure son travail. Donc on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que ce qu'il faut, c'est prendre dans ce qui se passe sur Internet, sur Facebook, les éléments d'interactivité qui sont de l'ordre du lien social. Alors ça, c'est pas juste clic, 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 je like, je like, je like, et puis c'est tout. C'est quand il y a vraiment quelque chose qui se passe, et ça arrive tous les jours, et qu'il y a des allers-retours qui commencent à se mettre en place. Et au fond, je reviens à un projet que j'avais, j'ai toutes les notes dans mon journal, je crois qu'en 90, en 89, 90, j'ai des notes dans mon journal quotidien où je parle de l'atelier mimématique, j'ai appelé ça comme ça. Donc c'était les tout débuts de la micro-informatique en France, et c'était avant même Internet. Et je me posais la question de savoir comment l'outil informatique allait transfigurer l'atelier du peintre. Et j'ai essayé d'imaginer ça. Et j'ai pas seulement essayé de l'imaginer, j'y ai travaillé. Je peux pas dire que j'ai connu une grande célébrité à travers ça, mais en tout cas, j'y ai travaillé pendant des années, depuis 1989. Et en même temps, aujourd'hui, je vois effectivement la forme que ça peut prendre, qui n'est pas celle que j'avais prévue. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, mon idée, c'était d'utiliser l'informatique pour peindre, avec cette idée des machines à peindre et des tableaux qui étaient des résultats, qui étaient faits avec des machines à peindre. J'ai fait plusieurs expos magnifiques où j'ai rien vendu du tout et qui étaient un succès d'estime extraordinaire et qui m'ont causé des factures à payer pendant des années après. Mais je regrette pas du tout, hein. Sauf qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que finalement, l'informatique me sert plus à communiquer. Et donc, les outils informatiques, quelque part, ils se sont retirés de la surface de la création pour être des outils d'accompagnement qui travaillent plus sur la communication. Pas que, hein, parce que le fait d'avoir peint avec des outils informatiques, ça a quand même laissé des traces dans mon travail, mais qui sont beaucoup plus minimes que ce que j'aurais pu imaginer au départ. J'en reviens donc à mon idée d'utiliser toute cette espèce d'outils qu'on a, mais on est en train de nous le confisquer en permanence. Donc c'est une bataille permanente. Et je me dis, en s'appuyant sur l'interactivité, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, l'idée de l'atelier mimématique, ça pourrait être que vraiment les personnes qui s'intéressent à mon travail puissent voir le travail se faire au fur et à mesure, puissent être plus présents dans l'atelier, qu'il y ait une interactivité, une discussion, qu'il y ait des liens communicationnels qui soient constants pendant la création. Je pense que ça pourrait être une expérience vraiment sympa. D'où l'idée de proposer des tableaux à vendre alors qu'ils ne sont pas finis. Donc, je sais pas, moi, un tableau qui normalement, en fonction de sa cote, il est un 80 par 80, il est à 1300 à peu près. Et ben, 4 x 4, 4 x 3,
on va le mettre à 350 euros au lieu de 1370, je sais plus combien. Et puis, mais par contre, il faut l'acheter alors qu'il n'est pas fini. C'est marrant. Ben oui, mais je préfère encore faire une remise de 75% à des gens qui vont participer et s'inscrire dans dans un lien collaboratif, participatif avec moi, plutôt que de le filer encore à des multinationales, Facebook, eBay et autres trucs, qui sont des vampires, quoi. Et puis qui nous tuent, qui nous pompent le sang jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte. Ils en ont jamais assez. Donc, si nous on dit pas stop, on va y laisser la peau, quoi.